c'est une vieille amitié. Un poète de l'actualité. C'est un esprit libre. L'image de l'artiste qui a réussi à Paris. C'est un super patron. J'ai vu la moitié des ministres venir voir comment M. Jacques Maillot parlait d'eux. Et c'est vraiment, on peut le dire, Jacques Maillot qui m'a mis le pied à l'étrier. Et c'est un frère sur qui on peut compter. Il est content du succès de ses camarades. Je suis né à Riom, dans le Puy-de-Dôme. J'étais élève des pères maristes, des frères des écoles chrétiennes, du lycée Michel d'Hospital, du lycée Blaise Pascal, parce que j'ai essayé toutes les écoles pour savoir quelle était la meilleure. Et la meilleure, ça a été la dernière, puisqu'elle m'a permis de passer mon baccalauréat. Bébé, il était adorable, il était mignon comme tout, un petit mouton. Et maintenant? Oh, maintenant, c'est plus sur le même... il est gentil, très gentil. Bon appétit. On est mieux ici qu'à Paris, là, pour manger. Le champagne est sous la table. Oui, Il ne vaut pas celui de la grand-mère, mais... presque, tu vois. Je Mais quand j'arriverai à son âge, à 80 ans, je saurais mieux le faire. J'ai fait mes études de cinéma, après quoi j'ai été assistant de François Truffaut, de John Frankenheimer pour un film mythique qui s'appelait Grand Prix. Et puis un jour, je me suis retrouvé avec Nestor Almendros, le directeur de la photo de Truffaut, dans un cabaret, parce que comme je griffonnais des sketchs, Nestor m'avait dit ça serait bien que tu fasses tes sketchs dans un cabaret. Et ces andouilles-là m'avaient pris rendez-vous pour faire une audition au Jockey Club. Alors le Jockey Club, c'était un cabaret très connu du boulevard Montparnasse, avec des entraîneuses qui étaient habillées en jockey. Et donc, pour arriver à en placer une là-dedans, c'était un peu difficile parce que les clients étaient plus intéressés par les hôtesses que par ce que je pouvais raconter. Donc ça a été un fiasco terrible. 3 semaines plus tard, ils m'ont fait auditionner à l'échelle de Jacob, chez la célèbre Suzy Lebrun. J'ai passé une audition et 8 jours plus tard, elle m'a engagé, j'y suis resté 1 an. Pour démarrer l'été, on a eu droit quand même à la Coupe du Monde de football. Alors là, je dois dire que... Là, ça a été assez magnifique. On savait qu'on allait rigoler, mais pas à ce point-là quand même. Là, ça a été grandiose. Je veux dire, on a eu une équipe de France vraiment au-delà de toutes nos espérances. Je veux dire, ils ont été formidables. D'ailleurs, ils n'ont pas joué avec nos nerfs trop longtemps. Le théâtre de Lausanne, j'y arrive pour la première fois en 78. Madame Raoul Arnaud, plus connue sous le nom de scène de Oléo, décède. Et donc le théâtre de 10 heures ne sait pas ce qu'il va devenir, puisqu'à l'époque je suis au théâtre de 10 heures avec Jean Amadou, Anne-Marie Carrière, Maurice Sorgue, etc. Et le directeur des Deux Ânes me reçoit dans ce bureau ici, c'était Jean Herbert, et il me dit « écoutez mon petit Maillot, qu'est-ce que vous allez devenir ?» Je lui ai dit « je sais pas, je vais peut-être continuer au théâtre des 10 heures, je ne sais pas. » Il me dit « moi je vous propose un contrat, combien vous avez là-bas ? Je double la mise, etc. » Et je me retrouve ici, pour la première fois, sur la scène des Deux Ânes en 78, dans une revue écrite par Maurice Sorgue et Anne-Marie Carrière, qui s'appelait Madame Rose est au parfum. Et on me présente une jeune débutante qui vient de tourner dans La Boum et qui s'appelle Florence Brunold. C'est facile parce que moi j'ai une formule toute faite, toute prête, pour qualifier à la fois l'ami et à la fois le patron. C'est liberté, égalité, fraternité. Liberté, parce qu'on a une entière liberté ici au Théâtre des Deux Ânes. On peut dire ce qu'on veut, il n'y a pas de censure. Égalité, parce qu'à part son salaire, je ne sais pas si tu as vu, mais on a la même grosseur sur l'affiche. Et puis fraternité, parce que c'est un frère sur qui on peut compter, voilà. Alors, je peux te la faire à la Ségolène Royal aussi. Alors, libertitude, égalitude et bravitude. Voilà. Ségolène Royal. Eh bien oui, je suis toujours là.
Et je continuerai à mettre le bordel au sein du Parti socialiste. Parce que quand on voit ce qu'on entend, eh bien moi je dis aux Françaises et aux Français, je ne veux pas de cela. Et donc on fait nos premiers pas sur la scène des Deux ânes, elle en planche à roulettes, moi avec mes chaussures de scène. Je joue le rôle de Marcel Dassault, entre autres dans ce spectacle. Et puis bon, après je deviens pensionnaire des Deux ânes pendant 2 ou 3 saisons. Des gens charmants, d'une délicatesse, vous savez. Ah, ça fait plaisir d'avoir une équipe emblématique comme ça, c'est vrai. Alors c'est le pauvre entraîneur qu'on a beaucoup critiqué, Raymond Domenech. Je trouve qu'il avait vu juste, il avait senti que ça allait être difficile pour nous. Rappelez-vous, il avait sélectionné 30 joueurs. Moi, je m'étais dit, à 30 contre 11, ils vont y arriver. Ça n'a pas suffi. Puis après, l'aventure radiophonique sur France Inter, L'Oreille en coin. C'est l'heure de L'Oreille en coin dimanche matin de Jean Garetto et Pierre Codou sur France Inter. Codou, Garetto, la télévision, etc., etc. Et puis évidemment, après, tout le parcours et les grosses têtes, où j'ai retrouvé Philippe Bouvard qui m'a fait faire, je le précise, ma première télévision en 1972 dans 10 de Der. Jacques Maillot est, de par sa profession, un poète de l'actualité. Alors, les chansonniers, il y en avait, je crois, au Moyen-Âge, qui parfois étaient les bouffons du roi. Et puis, ils ont survécu, mais ils ont évolué. Amalgame et sympathisation, voilà la formule magique qui répond à toutes les questions que l'on se pose en politique. Et aujourd'hui, le chansonnier n'est plus un monsieur solennel qui enfile un smoking avant de débiter des alexandrins. C'est un amuseur, au sens le plus noble du mot, qui ne respecte rien ni personne. En tant que maire de la ville de Marseille, je voudrais vous demander ce soir solennellement de bien vouloir cesser vos dénégations mensongères sur la capitale des Bouches-du-Rhône. Et la spécificité de Jacques Maillot, c'est peut-être de savoir, et il est certainement le seul à réaliser la performance, concilier l'insolence et l'impertinence avec la courtoisie. Je voudrais également rendre un hommage solennel à nos vaillants dockers, dont les arrêts de travail réguliers ont fait du port de Marseille le port de France où il y a le moins de trafic. Il y a même certains jours où il n'y a plus de trafic du tout. Alors, de grâce, mesdames, messieurs, cessez vos allégations mensongères. Marseille est une ville joyeuse, souriante, paisible, tranquille, où on peut vivre en toute sécurité. Bonsoir. Et puis, le succès vient, je suis engagé par Catherine Anglade pour faire de la télévision. Parallèlement, j'ai toujours L'Oreille en coin. Et donc, je dis un jour à Jean Herbert, je suis désolé, mais je ne peux pas continuer toutes ces activités. Je suis donc obligé de quitter le théâtre. Je quitte le théâtre, et puis on reste bons amis. Par exemple, d'habitude, l'été, c'est un peu triste, l'été. Ben, cette année, on a eu l'affaire Bettencourt. Alors ça a été magnifique. Vous aussi, vous êtes tombé sous le charme, j'imagine. Moi, je me suis branché là-dessus vers le 15 juillet. Depuis, j'ai pas lâché. Ça rebondissait tous les matins. J'ai laissé tomber Plus belle la vie, vous voyez, qui était d'une tristesse affligeante, je veux dire. Et je me suis branché sur Liliane. Donc une dizaine d'années plus tard, Jean m'appelle et me dit faudrait que je vous voie, j'en ai marre, les chansonniers ne veulent plus venir au théâtre, si ça continue, soit je ferme, soit j'en fais un café-théâtre, soit ça sera vendu et ça deviendra un supermarché, enfin, etc., etc. Bon,
Donc je viens dans ce bureau, il me dit, je vous préviens, si vous ne revenez pas, alors que vous avez fait vos débuts ici, c'est plus possible, donc il faut que vous reveniez. Alors, je dis, écoutez, moi je veux bien revenir, mais je trouve qu'il faut changer plein de choses, parce que si ça ne marche plus, c'est sans doute parce que les spectacles sont un peu désuets. C'est vrai qu'entre-temps, Pierre-Jean Vaillard était décédé, ça avait été lui la tête d'affiche pendant des années, et donc ça a fait un vide dans cette maison. Donc j'ai dit, si vous voulez, je viens, mais c'est moi qui produis les spectacles. Et il m'a dit banco. Elle voit 7 petits bonnets cachés au pied de son lit. Mais vous êtes de petits hommes! Mais c'est normal, nous avons été abandonnés par tonton en 1995, en pleine forêt du Morvan. Vous n'êtes que 4? Oui, il y en a 3 en RTT. Ah! Il est sympa et attirant, mais méfiez-vous, c'est un volcan. Il se passe toujours quelque chose. Sarko fait ce que personne n'ose. Il débauche, il embauche, et la gauche est pulvérisée. Il lui reste pour sauver la France des pointures de l'intelligence. Stevie Boulet, Doc Génico, Christian Clavier et Jean Reno. Il y a marqué Lille, les kinésithérapeutes en colère se sont massés devant la préfecture. Très bien. La preuve en est, messieurs, dames, qu'au théâtre des Deux Ânes, la liberté d'expression est totale. Et mort au con, 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 et mort au con. Et au bout de 3 ans, comme Jean Herbert avait 90 ans, il m'a dit, ben, mon petit Jacques, il faut me racheter le théâtre. Alors je lui ai dit, vous êtes gentil, mais j'ai quelques économies. Et il m'a dit, ben, on va aller voir mes avocats, mes hommes d'affaires, puis on va s'arranger. Donc ils m'ont fait des conditions extrêmement avantageuses, et c'est comme ça que je suis devenu directeur et propriétaire du Théâtre des Deux Ânes en 1995. Et que, voilà, il m'a dit, maintenant je vous laisse les clés, je pense qu'elles sont entre de bonnes mains et que le théâtre va continuer. On a le privilège d'avoir des hommes politiques vraiment de haut niveau, de haute capacité. Regardez au niveau de la présidence de la République, on n'a que des pointures, quoi. Le dernier qu'on a touché, là, le François Hollande, qu'est-ce qu'il est bien. Ah, Jacques Maillot, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. D'abord, c'est un esprit libre, c'est un esprit indépendant, c'est un esprit fin aussi, très fin. Une grande culture. Oui, là. Ah là, il est bien. Ah, il est bien celui-là. Moi, je l'aime bien, Hollande. Il bourgeonne de partout. En plus, avec la flotte qui s'est pris le jour de son investiture, au printemps, on a des fleurs. C'est sûr. Et puis, j'oublie pas aussi que c'est un chef d'entreprise parce qu'il pourrait se contenter de se produire lui-même. Mais au contraire, il a repris un établissement en 1995 et il lui a donné vraiment toute sa place. Toutes les générations récentes de grands chansonniers sont passés par là. Jérôme Cahuzac, quel conseil vous a donné François Hollande? Tiens donc, François Hollande, alors c'est pour quand le mariage? Si tu ne veux pas ta femme t'embête, ne marie pas. Alors François Hollande, dans quel état êtes-vous aujourd'hui? C'est le cœur complètement malade. En tout cas, je l'aime beaucoup. Puis j'oublie pas une chose, c'est qu'il est aussi chevalier du Tastevin au Clos-Vougeot. Donc il aime aussi la vie, tout simplement. Et je crois que c'est ça qui le caractérise bien. Oui, Giscard, pendant 7 ans, bonsoir madame, bonsoir mademoiselle. Où est la princesse? Vieux cochon lubrique, alors celui-là. Alors lui, c'est le DS4 droite, vous voyez, faudrait lui éteindre le volcan, enfin, à cet âge-là, je veux dire. Il a le cratère en folie, c'est pas possible, quoi. Ah, c'était quelque chose, Giscard, moi j'aimais bien. Alors juste après, on a eu, évidemment, François Mitterrand pendant 14 ans, alors là, plus calme, hein, alors là... Ramsès II sans les bandelettes, hein. Il aime aussi révéler aux gens, voilà, toutes les turpitudes du pouvoir aussi, en quelque sorte. Son exercice et Flamby, c'est tellement éclatante vérité que...
franchement, voilà, il rend service. D'ailleurs, j'ai lu qu'un des visiteurs, une des personnes qui avait assisté au spectacle, a dit de lui qu'il faudrait que ces spectacles soient remboursés par la sécurité sociale. Finalement, ce serait peut-être salutaire en ces temps de grisaille. En tout cas, voilà, on a besoin de ce regard décalé. Et nous, les politiques, plus que tout autre, les citoyens s'y retrouvent aussi. Donc tout ça pour vous dire que de François Hollande jusqu'à Brice Lalonde, nous avons, c'est certain, les meilleurs politiciens du monde. À ce petit point près que gouverner les use, le pouvoir est pour eux un radeau qui méduse. À peine élus, ils perdent leurs idées. Certains font même le contraire de ce qu'ils promettaient. Aussi, face à ce paradoxe de nos institutions, il faut qu'à l'Élysée ainsi qu'à Matignon, quel que soit le vainqueur et quelle que soit l'élection, nous installions toujours l'opposition. C'est un énorme souci chaque début de saison, parce qu'à chaque fois qu'on démarre un nouveau spectacle, on ne sait pas comment il va fonctionner, on ne sait pas s'il va plaire au public, et puis pendant des années, c'est vrai que cette maison a tourné sur une réputation, sur un acquis. Tout d'abord, celui qui va représenter la France profonde, puisqu'il nous vient de Corrèze, François Hollande. Celle qui cuisine bio tellement elle est verte et dégradable, Eva Joly. Route troll fjord. Celui qui fait chavirer les ménagères de moins de 50 ans, Dominique Grosse-Canne. Celle qui veut sauver la France, Marine Le Pen. Et enfin, le tenant du titre, Nicolas Sarkozy. Bonjour, bonjour. Alors François, quelle recette avez-vous choisi de réaliser ce soir? Eh bien écoutez, ce soir je vais vous préparer une ségolène. Une ségolène, et qu'est-ce que c'est une ségolène? Une fondue. Parce que vous savez, Martine Aubry ferait n'importe quoi pour que je perde les élections. Ça reste entre nous, mais vous savez, elle a prié tous les jours pour qu'on libère DSK. Ah oui. Je sais, moi, tous les jours elle a prié. 2 heures par jour, à la mosquée de Lille. Quoi? Elle est islamiste? C'est une rumeur. Alors il y en a qui disent qu'elle serait islamiste, lesbienne et alcoolique. Oh. C'est le cumul des mandats. J'ai amené déjà des gens nouveaux, et puis j'ai évidemment ramené tous ceux qui n'étaient plus là, puisque Anne-Marie Carrière était partie au Don Camillo, ils étaient un peu éparpillés, Maurice Orgue venait de temps en temps, Gérard Delalot venait, mais on ne savait pas trop quand, donc j'ai essayé de refédérer tout le monde, et entre-temps je ramène Jean Roucas, et puis Jean Amadou, etc. Et donc tout ça a créé un vrai courant nouveau. Il y a eu Jean-Claude Poirot qui est venu ici, il y a eu après Michel Guidoni, donc ça a amené vraiment du sang neuf, et c'est comme ça qu'on a relancé le théâtre. Il n'y a pas d'âge pour aller aux Deux Ânes? Depuis tout jeune, j'ai été sensibilisée au monde du théâtre, des chansonniers par mes parents, et j'ai monté un groupe théâtre justement pour pouvoir aller les voir. Mais c'est vrai que quand on voit la morosité actuelle, c'est sympa de sortir et de se prendre un bon fou rire avec nos chers politiques. Vous ne le savez peut-être pas, mais depuis que l'on a réussi à récupérer les fameuses boîtes noires qui ont été repêchées, je vous le rappelle, par plus de 35 cm de fond, dans la baignoire de la suite 2806 de l'hôtel Sofitel de New York, le BEA, le bureau enquête accident, commence enfin à comprendre ce qui s'est véritablement passé dans l'affaire Strauss-Kahn. Voici les faits. C'est une institution, je pense que c'est le dernier des chansonniers. Quand je dis chansonniers, je veux dire des chansonniers un peu classiques, quoi, un peu classiques. C'est le fils de Maurice Orgue et d'Amadou. Et Pierre-Jean Vaillard. Maurice Orgue, Amadou et Pierre-Jean Vaillard, oui. À 12h14, DSK aperçoit dans sa chambre un énorme cumulonimbus noir foncé pommelé en forme de plumeau. C'est le fameux poteau noir, redouté de tous les navigateurs chevronnés. Il veut le contourner, mais il est trop tard. Il rentre dans la zone orageuse à plein gaz, et c'est le drame. Il était déjà sur scène, lui. Moi, je ne l'étais pas, mais il était déjà sur scène. Et il faisait des cabarets, et j'allais le voir de temps en temps sur scène en me disant « Tiens, il fait un beau métier, mais j'aurais jamais pensé le faire ».
Et puis on a eu une aventure ensemble à la télé, sur TF1. C'était une émission produite par Catherine Anglade, qui s'appelait Amuse-Gueule. C'est là qu'on a... C'est la première fois qu'on a travaillé ensemble. Il part en vrille, il perd totalement le contrôle de son appareil. Il demande à la femme de chambre de lui saisir l'appareil. Mais celle-ci refuse désespérément de lui dégager sa sonde pitote. DSK est submergé par une énorme quantité d'informations contradictoires. On l'entend très distinctement crier sur les bandes sonores « Je n'y comprends rien, j'avais pourtant pris le forfait FMI, femme de ménage incluse. » Mais rien n'y fait. Par contre, je pense que l'humour politique n'a jamais été aussi à la mode. Il faut dire qu'on est servi, parce qu'après 5 ans de Sarkozy et maintenant Hollande, on a de quoi dire, quoi. Et je pense que les gens sont friands d'humour politique. Ce qui m'agace, tu vois, c'est quand j'entends l'intelligentsia, entre guillemets, te parler des guignols et tout. Sur scène, on fait le même boulot quand même, mais on a cette image de chansonnier. Alors que le chansonnier, si tu regardes bien, ce sont les gens qui ont inventé le stand-up. Hein. Finalement, aujourd'hui, on se gargarise avec le stand-up. Mais quand tu voyais Rochelle et compagnie, ils faisaient déjà du stand-up. C'est le début du crash qui s'annonce. Pire encore, le méchant nuage noir s'enfuit dans le corridor. DSK est totalement dépité. Il ne sait plus s'il doit renflouer la Grèce ou rembourrer la fesse. Sauver le Portugal ou culbuter l'Espagne. Dans l'émotion, il en oublie son téléphone portable. Un BlackBerry, c'était fatal. Ce qui est bien avec Jacques, si tu veux, c'est qu'il n'a pas... il est resté dans un numéro, je dirais, classique, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune vulgarité, il y a peu de place à l'impro, tout est écrit, ciselé. Et moi, je l'ai vu en tournée, je l'ai vu 30 fois, 40 fois tous les soirs. C'est la même chose, quoi. C'est un orfèvre, c'est un orfèvre. Moi, j'adore Sarkozy parce que c'est vrai que depuis qu'il est là, la France, c'est les Galeries Lafayette. À tout instant, il se passe quelque chose. Regardez, vous prenez le quinquennat, ça a démarré tout de suite. Ça faisait quoi, 15 jours qu'il était à l'Élysée? Qu'est-ce qu'il nous fait? Il nous invite à Paris, le colonel Kadhafi. Alors là, je veux dire que pour rigoler, il n'y a pas mieux. Et alors, on a rigolé dès l'arrivée, puisque vous vous rappelez qui ils avaient envoyé à Orly pour l'accueillir, le Kadhafi, Brice Hortefeux, qui, lui, normalement, était là pour les renvoyer chez eux. Vous vous rappelez, ils avaient créé le poste rien que pour ça. Le pauvre Hortefeux, vous vous rappelez, il arrive sur les pistes à Orly, il envoie arriver 2 Boeing plein à ras-bord. Alors la relève, pour moi, c'est essentiel, parce que si Maurice Orgue, Jean Rigaud, Philippe Bouvard ne m'avaient pas donné un coup de main, je ne serais sans doute pas là. Donc j'ai toujours estimé, dès que j'ai commencé à avoir une certaine notoriété dans cette profession, qu'il était de mon ressort et de mon devoir de tenter, autant que faire se peut, de repérer des jeunes talents et de les aider. Au PS, tout le monde la ramène. N'ont pas résolu leurs problèmes. Plus personne derrière Ségolène. Et si en plus d'être maire, il était prêtre, ça ferait le père, la père, ou le père, le maire, ou le père, la mère, le père, ou le père, la mère. Et si au lieu d'être père ou mère, il était moine, ça ferait le frère, la mère, ou le frère, le père, ou le frère, la mère, le père, ou le père, la mère. Et là, on perd nos repères. Mais enfin, il n'est ni père ni frère, il est commercial, chez la paire. Oh. Amaury Gonzague. Extraordinaire personnage, vous l'avez vu. Alors maintenant, vous savez, vous avez vu qu'on avait un président de la République un peu enfin pas très haut, quoi. Donc on a essayé de trouver quelqu'un qui soit à peu près à sa taille. Vous allez voir, c'est un personnage extraordinaire. Elle est petite par le nom, mais elle est très grande déjà par le talent. Je vais vous demander de faire un accueil très chaleureux à quelqu'un que nous avons découvert ici il n'y a pas très longtemps et que nous aimons beaucoup, qui s'appelle Anaïs Petit. Bonsoir. On ne nous dit bien. Je vois qu'il y en a qui se font chier le dimanche.
La gauche promène Fabius chez tous les antiquaires de France. La gauche promène Strauss-Kahn chez les dames qui ont de l'expérience. La gauche promène Jacques Lang dans la Gay Pride et dans la danse. J'ai trouvé la gauche en décadence. Un jour, j'ai reçu une lettre d'un garçon qui était objecteur de conscience, qui était au Havre, qui s'appelait Laurent Ruquier, et qui m'a écrit. Et en m'envoyant des textes, en me disant « Je vous écoute toutes les semaines à l'Oreille en Coin, voilà ce que j'écris ». Et j'ai montré ça à Maurice Orgue, je me rappelle, nous allions tous les deux au Festival de la caricature politique à Épinal, qui était organisé par Philippe Séguin. Et quand j'ai montré les textes à Maurice, il m'a dit « Celui-là, il ne faut pas le laisser passer ». Jacques Maillot, je lui dois beaucoup parce que c'est grâce à lui que j'ai fait mes premiers pas à Paris. Par courrier en plus, voilà, il a été convaincu de me faire venir pour travailler à ses côtés. Bon, souvent quand on parle de quelqu'un, on parle de soi, alors je vais essayer d'éviter ça. C'est vrai que c'est ma première rencontre en 87, 24 février 87, j'avais choisi le jour de mon anniversaire pour le rencontrer pour la première fois. Et je lui avais écrit tout simplement parce que je l'écoutais dans l'Oreille en Coin et qu'il faisait partie à l'époque des plus jeunes des chansonniers. Et il n'y avait pas 36 personnes à qui je pouvais écrire pour envoyer des textes sur l'actualité. Et je sais, il m'a raconté que c'était avec Maurice Orgue qu'ils avaient ensemble dans un train lu mes textes et qu'ils s'étaient décidés l'un et l'autre à me faire appeler. Donc j'ai fait venir Laurent, c'est mon assistante qui est allée le chercher, comme il venait du Havre, à la gare Saint-Lazare, et je me rappellerai toujours, quand elle est arrivée dans le bureau et qu'elle l'a laissé elle m'a dit « Il a un look pas possible, il ne pourra jamais faire de télévision de sa vie. » Et Puis après j'ai travaillé avec lui sur son spectacle qui s'appelait Pluralisme que moi tu meurs, qui se jouait au Théâtre Moderne. On a fait quelques pilotes télé, mais hélas qui n'ont jamais donné. Puis après, chacun a pris sa route. Moi, j'étais plus dans le sérail des chansonniers du Caveau de la République, qui était un peu la maison concurrente à celle du Théâtre des Deux Ânes. Aujourd'hui, on peut dire que grâce à Jacques Maillot, il reste qu'un seul théâtre de chansonniers, c'est celui des Deux Ânes, puis c'est lui qui le dirige maintenant, mais à l'époque, ça n'était pas le cas. Donc je suis allé faire de temps en temps des remplacements au Théâtre des Deux Ânes, mais pas si souvent que ça. C'est Jacques qui m'appelait parce que voilà, on ne pouvait pas passer et dans l'un et dans l'autre en même temps. Il y avait une vraie guerre entre les deux théâtres de chansonniers. Mais il m'arrive encore de croiser Jacques aujourd'hui. On s'est vu il n'y a pas longtemps chez Martial Carré, le directeur du Caveau de la République. Voilà, c'est en tout cas une belle époque, cette époque des cabarets qui, moi, m'a fait démarrer, apprendre beaucoup. Et c'est vraiment, on peut le dire, Jacques Maillot qui m'a mis le pied à l'étrier. À chaque instant, il se passe quelque chose en France. C'est un peu les galeries Lafayette, c'est vrai. Le matin, on se lève, on se dit qu'est-ce qu'on va attraper sur le coin de la figure. DSK qui bouscule une femme de ménage dans une chambre de Sofitel. Jean-François Copé qui essaie d'abuser de François Fillon sur l'île de Wallis et Futuna en tripotant dans les urnes. Donc c'est vrai que c'est un pays formidable. Alors, on foutrait bien le camp ailleurs, mais je veux dire qu'on ne trouvera pas l'équivalent, c'est pas possible. Moi, j'ai fait un peu le tour d'Europe là l'été dernier, je suis allé en Belgique, en Suisse, en Allemagne. Comment vous dire, tous ces pays, par rapport à nous, ils sont pas organisés. Ils sont pas... Alors que chez nous, le bordel est structuré. Au début où j'ai dirigé cette maison, j'avais fait un spectacle qui s'appelait Les Fous d'humour, dans lequel il y avait Pierre Auqueigne, Laurent Gérard, Laurent Ruquier, etc. etc. Et je ne regrette pas parce que c'est formidable de donner leur chance à des jeunes. Et je crois que malheureusement, il n'y a plus de maison. Il y avait La Main au panier, voilà, où Gérard Delalot faisait ça avec beaucoup de talent et surtout de perspicacité. Et quand se passait, les gens, avait des gens qui débutaient chez lui, il me disait ça serait bien pour chez toi, etc. Or aujourd'hui, ça n'existe pratiquement plus. Nous, c'est difficile de mettre des jeunes tout de suite sur la scène des Deux Ânes, parce que c'est quand même un public très difficile. Donc il faut faire en sorte de trouver des lieux, il faut essayer encore de chercher des gens. Je vais maintenant avoir le bonheur et l'honneur de rendre visite à celui que le monde entier nous envie. Je veux bien sûr parler de notre président, Flamby le Magnifique. Parler de Jacques Maillot, c'est parler de mes 20 ans, c'est parler des années 70, de l'échelle de Jacob où on s'est connus, où on a partagé la scène pendant 2 ans, chez Suzy Lebrun, l'échelle de Jacob, célèbre cabaret de la rive gauche, qui avait vu passer Léo Ferret, Jacques Brel, Thierry Luron. Et alors c'est amusant de penser que Jacques était monté à Paris après de solides études cinématographiques pour devenir réalisateur, et il a fini artiste. Il a très très mal tourné ce garçon.
Et par contre, moi, j'étais monté de ma province pour faire l'artiste, car je ne savais rien faire d'autre. Et je finis réalisateur. C'est vous dire que j'ai encore plus mal tourné. Même sur le plan personnel, moi, il me stupéfie, Sarkozy. Vous avez vu, écoutez, il divorce au mois de novembre. Bon, on se dit, il va prendre une année sabbatique, le temps de recharger le stylo, tout ça. Pas du tout. Dès le mois de février, hop, il remonte à cheval. Ça nous change d'avant quand même. Hein. C'est vrai qu'avec Bernadette, on était à l'abri de l'aventure, quoi. C'était Autre point commun qu'on avait avec Jacques, tous les deux, on a été propriétaires d'établissements. Lui, il est propriétaire du Théâtre des Deux Ânes, et moi, à l'époque, j'avais acheté un dîner-spectacle à Paris qui s'appelait, et qui s'appelle toujours d'ailleurs, La Main au panier. Et de ce fait, ça nous a beaucoup rapprochés, car nous étions tous les deux obligés, pour alimenter nos spectacles, de passer des auditions. Et alors, dès qu'on avait un artiste qui nous plaisait, et on sentait qu'il pouvait se passer quelque chose, on se téléphonait tout de suite, on disait celui-là il est bon, tu peux le prendre, celui-là non, il ne faut pas le faire et tout. Et donc ça nous a permis d'abord d'alimenter nos spectacles et de rester en contact tout le temps. C'est toujours du bonheur d'évoquer Jacques Maillot. Alors, ils ont dû être très impressionnés par la reine Elisabeth, parce que c'est vrai que la queen, quand elle queen, c'est sa queen, quoi, ça, hein? C'est une personnalité, elle a un mérite fou, cette reine Elisabeth. Vous avez vu la famille qu'elle se trimballe. Quand on a ça à la maison, on n'a pas besoin d'aller chercher les emmerdements ailleurs. On est livré à domicile tous les jours, je veux dire, c'est... Quelle descendance, c'est effrayant, tout ça emmené par le fils aîné, là, le Charles, avec ses 2 rétrofreins de Caravelle 12. Dramatique, celui-là, 60 ans, toujours pas de travail, vous voyez. Il sait pas quoi faire de ses journées, alors il se pavane, il fait n'importe quoi, il épouse sa grand-mère. J'avais vu la Camilla, l'engin, je sais pas où il est allé la pêcher, c'est pas possible. Les ratiches de Camilla. Je sais pas qui achète le dentifrice à Buckingham, mais là, il y a des frais de bouche, enfin, Notre métier qui est tombé dans cette frénésie du rabais, de la place bradée, des sites qui invitent les gens gratuitement à assister à des spectacles. Dans quel but? C'est de remplir des salles pour que ça rassure les comédiens ou les humoristes et qu'ils n'aient pas l'impression de jouer devant des salles vides. Alors ils sont rassurés, mais ils sont sacrément trompés. C'est-à-dire que dès qu'on repasse à des prix normaux, ben, les salles sont vides. Et la valeur marchande de tous ces gens-là est voisine de zéro. Voir les papes, c'est une bonne idée. Moi, j'aime bien les papes. Jean XXIII qui était rigolo, Jean-Paul II, charismatique en diable, qui embrassait tout ce qui traînait par terre. C'était le Ricazaraï du Vatican, il marchait à l'argile. J'aimais bien Jean-Paul II. Puis alors le successeur, là, le théologien Teuton, là, le Benoît XV1, oui. Celui-là, les Allemands nous l'auraient mis sur les plages de l'Atlantique en 1944, on débarquait pas. Hein, c'était... Donc c'est tragique et on est la seule profession qui soit tombée vraiment là-dedans, parce que quand on va chez son boucher, il n'y a pas 50% de rabais, et le mardi et le mercredi, on ne fait pas le beefsteak gratuite. Alors que chez nous, c'est devenu une très mauvaise habitude. Et nous sommes sans doute l'un des seuls théâtres à Paris qui ne fait aucune réduction pendant les 100 premières représentations. Je me suis dit, c'est rigolo que Sarkozy aille le voir, je voudrais bien voir ce qui va se passer. On n'a pas été déçus, vous vous rappelez, à peine était-il devant le pape qui se met en route. Bonjour mon pape, comment ça va mon pape, je suis content de vous voir. Excusez-moi, j'ai un SMS qui vibre dans ma culotte, je vous reprends tout de suite. J'ai dit, il va tutoyer le pontife, ce type, il va lui faire danser le rock'n'roll dans la Sixtine, vous voyez. Et on n'était pas loin du but, puisque, vous vous souvenez, il avait eu cette idée joyeuse d'emmener avec lui Jean-Marie Bigard. Là, je dois dire que emmener Bigard chez le pape... Et on fait simplement ce que faisait jadis la mairie de Paris, c'est-à-dire qu'on fait des réductions en fin de saison, parce qu'on sait très bien qu'il y a des gens qui, malheureusement, n'ont pas les moyens de venir au théâtre, et on fait ce que faisaient Jean Tibéry et Jacques Chirac à l'époque, c'est-à-dire qu'on faisait une place pour deux. On appuyait sur le bouton, hop, il partait en Chine. Les Chinois le voyaient arriver, ils se disaient, mais il est plus petit que nous. Ah ben oui.
Qu'est-ce que vous croyez, on n'est pas plus couillons que les autres? Vous nous espionnez, on vous espionne aussi. Les petits modèles, on sait les faire, et alors? Sauf que les nôtres, ils sont pas jaunes, ils sont totalement débridés, c'est vrai. Puis moi, j'adorais Sarkozy parce que il avait une élégance naturelle, un phrasé. Il parlait un français d'une pureté. Alors là, je sais pas s'il y a des amateurs de belles lettres parmi nous ce soir, mais quand il nous disait, s'il y en a qui voudraient que j'augmente leurs impôts, ils ont qu'à le dire tout de suite et je le ferai. C'était pas Montesquieu, vous voyez, mais presque. C'est un super patron. C'est d'abord un homme extraordinaire humainement parlant. On a 25 ans d'amitié et de complicité. De toute façon, ça ne peut pas tenir 25 ans, surtout à notre époque, s'il n'y a pas quelque chose de grand et de fort entre nous. Il a ses qualités, ses défauts comme tout le monde, mais il faut croire que les qualités dominent très largement les quelques tout petits défauts que nous avons tous. Super patron. Mais là, c'est pas pour moi que je le fais, c'est pour l'UMP. C'est pour que mon parti puisse manger et rester propre. C'est très important de rester propre, surtout en politique. Vous vous rendez compte que depuis 2012, j'ai pris 2 douches. La première, c'était une douche glacée, quand j'ai été battu à la présidentielle. Et la seconde, c'était une douche froide, quand Copé a été élu à la présidence de l'UMP. C'est la raison pour laquelle j'organise ce sarcoton. Ah oui, super collègue, et en plus il sait mettre les camarades en avant. Nous, ça fait tellement d'années qu'on se connaît, on a fait 6 ans de radio. Enfin moi, je suis venu après sur l'oreille en coin d'une émission qui existait déjà, qui faisait un carton sur France Inter. Je suis arrivé là, j'ai connu toute cette équipe, Maurice Sorg, Jacques Maillot. Ensuite on est parti sur Europe 1. Et puis nos liens ont été de plus en plus forts au fur et à mesure que nous avancions dans les tournées, les radios, les télévisions. Et le théâtre, depuis qu'il a repris la direction, puis qu'il a racheté le théâtre en 91, on ne s'est plus quitté. On ne s'est plus quitté. Moi j'irai à la pêche aux voix quand je voudrais. Et je promettrai encore l'avenir de l'âge d'or. Je pêcherai des tas de poissons avec mes mains. Aussi vrai que si j'étais indien. Jacques Maillot, moi je l'avais vu au festival de Tournon, tout premier festival de Tournon, qui est un festival, du coup j'y vais depuis 20 ans. Ils sont même à 25 ans maintenant. Et il avait mis un article dans un journal qu'on lisait énormément à l'époque qui s'appelait L'Officiel des spectacles, et où il disait « Tex, il a l'œil ». Et c'est cet œil qui m'intéresse et c'est pour ça que je le fais débuter au théâtre des Deux Ânes. Alors j'ai une combine, je pique les chansons des autres et je les refais moi-même. Souviens-toi, ça parlait de tachycardie. L'important, c'est l'arthrose, l'impotent. C'est une maison de vieux. Laisse les béquilles à Denise. Et c'est vrai que pour moi qui avais joué 2000 fois dans les cabarets, arriver dans les cabarets de chansonniers, à l'époque c'était dans les années 90, c'était comme une réussite. Et je suis resté 2 ans au théâtre des Deux Ânes. Je crois que c'était l'image de l'artiste qui a réussi à Paris. Donc, quand on est gamin, on a un peu ça dans les yeux, c'est assez étonnant. Et j'allais le voir de temps en temps à Paris. Et c'est comme ça que j'ai découvert les premières fois ce qu'était le monde du spectacle. Non, je crois qu'en réalité, mon neveu Régis a toujours été enclin à écrire. Déjà, quand il était à l'école, il était extrêmement doué pour écrire. Il a toujours eu des superbes notes en français, après en philo.
Et puis, bon, comme je l'ai beaucoup promené quand il était tout petit, je me demande s'il n'a pas attrapé la maladie comme ça. Et il m'avait un peu traîné un peu partout dans ces lieux de perdition qui était le monde. Donc j'ai découvert la maison de la radio, cette sorte d'antre un peu particulière, quasiment kafkaïenne. Et j'ai assisté à, je me souviens, une émission de L'Oreille en coin, qui était l'émission phare de France Inter, diffusée le dimanche matin à partir de 11h, donc qui était un peu une sorte de messe. Un jour, il était à Paris, il avait 11 ans, c'était son anniversaire, et je l'avais emmené dîner pour fêter son anniversaire chez Lasserre, puisque j'étais très ami avec René Lasserre. Et il était là, et il y avait évidemment, ce restaurant était fréquenté par des gens qui avaient quand même un peu d'argent. Et ce soir-là, il y avait beaucoup d'émirs, peut-être pas du Qatar, mais d'Arabie Saoudite, enfin il y avait beaucoup d'émirs comme ça. Et en voyant toute cette clientèle arabisante, il a eu cette réplique pour un gosse de 11 ans. Il m'a dit « Oh, ça c'est un restaurant où Le Pen ne peut pas venir ». Et c'est sûr que je pense que dans mon cheminement artistique, il y a eu ces parties-là ont été aussi des révélateurs. Voilà. C'est peut-être génétique, je ne sais pas, ou alors c'est moi qui lui ai donné le mauvais exemple, tant pis, mea culpa. Madame Bettencourt n'est pas tendre, mais sa peau sait comment s'y prendre. Pour lui faire cracher ses deniers, il lui met la main au panier. Dès qu'on lui frôle le pétard, elle vous refile un petit milliard. Sarkozy, si ça tourne mal, t'auras l'air fin au tribunal. Sarkozy, si ça tourne le coup, c'est toi qu'aura l'air Bettencourt. Celui qui m'a le plus impressionné la première fois que je l'ai vu sur scène, c'était Fernand Reynaud. J'ai été allé le voir à Bobino, j'étais avec mon frère, et il y avait dans la salle, on était assis à côté de Marcel Achard. Et je me rappelle qu'il y avait 2 personnes à côté de moi qui riaient, mais à gorge déployée, et je leur dis, vous aimez Fernand Reynaud? Ils me disent, ah oui, nous on est gardien d'immeuble, et à chaque fois qu'il fait un spectacle, on vient le voir. Et je me suis aperçu que cet homme avait le don de faire rire tout le monde, c'est-à-dire aussi bien les grands auteurs littéraires comme l'était Achard, que la concierge, etc. Et j'ai été ébloui par sa prestation, son sens du comique, de la drôlerie. Et puis après, quand j'ai vraiment commencé à faire ce métier, la première personne que j'ai vue et qui m'a impressionné, c'est Jean Rigaud. Parce que il y avait quelque chose de drôle chez Rigaud. Il y avait une faconde extraordinaire, il y avait surtout un jaillissement de drôlerie, il avait le sens des clichés. Et je dois dire que je me suis beaucoup inspiré de Rigaud par la suite pour écrire mes tours d'horizon d'actualité. Si vous voulez, le problème du Parti Socialiste, on le connaît aujourd'hui, c'est qu'il y a de plus en plus de courant et toujours pas de lumière. Là, c'est interlude, hein, vous avez vu, vous avez eu le congrès de Reims, ça a été pitoyable, ce congrès de Reims. Ils attendaient un kir royal, ils ont eu une tarte au brie, vous voyez. Et alors, c'est d'autant plus dommage qu'il y en avait des lumières au Parti Socialiste. Et quelle lumière? Il y en avait un, bon, il était trop cher pour nous, je vous le concède, Dominique Strauss-Kahn, on a été obligé de l'expatrier à Washington. C'est dommage, c'est un type, quelle énergie il a, ce type. Hein, ça fait rêver, hein, mesdames, c'est... Lui, en pleine crise économique, bourré de liquidités, lui. Lui, il est socialiste, tendance cochonou, courant levrette, vous voyez. Hop. Mais moi, j'aimais bien ce type. Enfin, c'est vraiment un grand économiste, je trouve. Rappelez-vous, quand il était à Bercy, ministre des Finances, quel type formidable. Il augmentait tout, comme les autres. Mais avec lui, on sentait rien, comprenez-vous. Il avait ce que j'appelle, moi, le doigté fiscal. Jacques, ça a été un des premiers à croire en moi, parce que j'avais fait un mois dans son théâtre, puisqu'à l'époque, il était aux Deux Ânes, et il m'avait fait faire un mois avec... donc il m'avait donné ma chance, que j'étais en même temps au Don Camillo,
où on s'est connus, mon cher Gérard. On n'est pas censé se connaître, si On peut se connaître, c'est pas cool. Et c'est vrai que Jacques, ça fait partie des premiers. Et puis chaque fois, ça a été une amitié fidèle, avec des beaux moments passés ensemble, notamment des bons moments de partage de la gamelle. Parce que souvent, quand on se retrouve, comme on est souvent sur les routes, parce que c'est la base de notre métier, d'être des saltimbanques et d'aller sur les routes, et ben voilà, on parlait souvent, oh, t'as vu, il y a un resto là, alors c'est vachement bien, alors bah vas-y, c'est un copain, tu parles. Et puis il a toujours cette sérénité, cette bienveillance, Jacques. Pour moi, il a toujours été bienveillant et très... il est content du succès de ses camarades. Et quand on commence, c'est vraiment important d'avoir des amis qui vous encouragent à faire des choses. Il m'a encouragé parfois vraiment à dire des horreurs, comme il sait le faire d'ailleurs, hein, parce que de toute façon, moi, il me fait hurler de rire. Mais alors, les Français, cette fois, vous avez un président de la République exceptionnel. Je dis, ah bon? Ah, il me dit, oui. Il me dit, tu peux pas savoir quand il vient à Bonn, comment il peut secouer la mère Merkel. Et c'est vrai qu'elle n'a pas dû être secouée comme ça depuis longtemps, cette femme-là. On sent qu'elle est née à l'Est, elle a connu les privations toutes petites, quoi. Elle est très introvertie, même la tête est rentrée, vous avez vu, C'est Paris Première, avec Jacques. C'est un moment de rigolade. Je trouve que c'est des émissions qui me rappellent, moi, les émissions de mon enfance, qui m'ont fait marrer, où justement, c'est bon enfant. Et puis, ils n'ont pas les mêmes cibles que tout le monde. Moi, j'adore Régis. D'ailleurs, on a travaillé ensemble, on a écrit des sketchs ensemble. Il a écrit des sketchs pour moi aussi. Et je trouve que Régis, il est dans cette veine-là. Régis Maillot, et d'ailleurs, Jacques est très content du succès de Régis. Je trouve qu'ils s'apportent beaucoup et l'un et l'autre. On en est au 3e plan de relance économique. Et vous, en France, qu'est-ce que vous faites? Oh, ben, je dis nous, nous, tout baigne, il n'y a pas de... On fait un défilé de temps en temps, des bricoles, rien de majeur. De toute façon, notre ministre de l'économie nous l'a dit, la crise économique ne peut pas toucher la France. J'ai appris mon métier. Après, j'ai travaillé avec Jacques Martin, qui vénérait les chansonniers. Lui, d'ailleurs, il disait, pour en venir aux chansonniers, on chansonne sur l'actualité, il nous disait ça. Et ça s'est toujours fait. Ça s'est toujours fait. Chansonner sur l'actualité. Mais je pense qu'il y aura toujours des chansonniers qui travailleront peut-être sans doute plus sur les nouveaux médias, sur Internet, la télévision, la radio, il y aura toujours. Est-ce qu'il restera des théâtres comme celui-ci, voués exclusivement aux chansonniers? C'est sans doute pas certain. Chez Picard, ils en ont ras-le-bol, eh oh. Entre la Courgeot qui les met à l'arrivée et la Céline Dion qui les met au départ. Un jour, on va avoir une génération de surgelés, vous allez voir. Alors c'est vrai que la reine Elisabeth, moi j'aime beaucoup, c'est une femme délicieuse qui a un mérite fou, en plus qui s'habille selon des règles très strictes. Je lisais l'autre jour que les robes de la reine Elisabeth étaient lestées par des petits plombs pour qu'en cas de coup de vent, on ne voit pas les nappes phréatiques. Alors... Non, je ne regrette rien. J'ai fait quelques erreurs de parcours de temps en temps. En particulier, je me rappelle que Jacques Chancel m'avait proposé une série d'émissions à 20h30 pour France 2 et que j'ai pas faite parce que j'avais des galas, donc ce qui était quand même assez stupide. C'est quand même une grosse erreur d'appréciation. Mais ça n'a pas empêché après Jacques de me confier quelques émissions sur les 30 ans de rire à la télé, etc. Ça fait plus d'un an que t'es président.